Donc, on va privilégier, comme d'habitude, les présentations par chacun. Donc, on s'est réparti ce travail avec, comme d'habitude, un gros travail sur le fond et la forme du diaporama donc, par Sophie. Donc, nous allons balayer tous les éléments que nous avons retenus dans ce diaporama et on fera des points d'étape où vous pourrez poser des questions et donc on va vous demander de garder les micros fermés et de privilégier les questions par chat. À savoir que, en plus de nous trois que vous voyez, hein, donc Sophie Barléon, FDSEA 68, Jean Définis, DDT 68, moi-même, Éric Grandvaux, Chambre d'agriculture Alsace, il y a en off Philippe Schott de la DDT 68 qui prendra les questions que vous aurez notées sur le chat et qui nous les relaiera afin que l'on puisse apporter les réponses. Donc voilà. On va pouvoir donc commencer avec, j'allais dire, nos classiques points, à savoir qu'il y a une organisation qui est quand même assez, qui nous paraît assez pertinente par rapport au schéma que vous devez connaître de la PAC. Un gros point sur les aides, même si on ira très vite parce qu'il y a très peu de modifications, et notamment le calendrier des aides. Et puis, on reviendra dans un deuxième point sur la réglementation. On se partagera ce travail de présentation, notamment de nouveautés avec Sophie. Et puis, un point plus spécifique Télépac, donc avec, avec vos comptes Télépac qui seront actifs dès demain pour la télédéclaration. Alors. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, nous commençons donc par le préalable à toute déclaration sur Télépac, c'est la porte d'entrée, donc le fameux numéro package auquel est associé le code Télépac pour la télédéclaration. Donc, en ce qui concerne cette procédure, je dirais que c'est du classique de chez classique, c'est-à-dire que la démarche est à faire, elle aurait déjà dû être faite en toute rigueur, mais pour les gens qui sont concernés par des modifications dans la structure de leur exploitation depuis l'année dernière, donc depuis le 15 juin 2020, puisqu'on avait eu un report l'année dernière, il faut absolument accélérer vos démarches auprès de la DDT de Madame Huc, dont vous avez les coordonnées qui s'affichent, pour examiner la nécessité donc d'obtenir un nouveau numéro package en fonction des évolutions de la composition de votre société et de votre exploitation. Donc très urgent. Une petite nouveauté que vous avez au bas de la diapo, mais les exploitants, la quinzaine d'exploitants du département concernés ont été informés par courrier, c'est que la réglementation française et communautaire impose cette année d'avoir d'avoir un numéro de SIRET pour pouvoir déposer sa télédéclaration. Donc on a fait quelques relances auprès des exploitants, souvent des micro-exploitations de personnes assez âgées qui n'en disposaient pas, mais c'est en cours. Par contre, par rapport à l'année dernière, nous avons aussi, grâce à notre excellent partenariat avec France Agrimaire et avec Bio Grand Est, décidé d'anticiper le maximum l'information auprès des nouveaux demandeurs potentiels qui seraient amenés à rentrer obligatoirement dans le dispositif. Je pense donc aux bénéficiaires des aides à la restructuration du bio, d'une part, et d'autre part aux 45 conversions bio en viticulture qui doivent obligatoirement déposer un dossier PAC. Voilà, je n'en dirai pas plus sur le numéro package, sauf que d'être attentif à l'urgence de la démarche si vous êtes concerné. On va passer aux aides. Donc, Eric vous a indiqué qu'on allait balayer l'ensemble des aides qui sont liées au dépôt du dossier PAC. Donc, le dossier PAC ne sert pas uniquement à déposer une surface auprès de l'administration, mais à demander les aides correspondantes. Et nous allons passer donc, au niveau des aides découplées que vous avez à l'écran. Voilà. Donc là, il n'y a pas de nouveauté non plus. Depuis 2015, vous savez que les aides du premier pilier sont ventilées en 3 types de paiement. Le paiement des aides, le paiement de base, pardon, lié au DPP, le paiement vert et le paiement redistributif. Deuxième pilier,
SRAPEL, ICHN, MAEC, Bio et également l'assurance récolte. C'est juste une petite pause technique, on appelle en seconde diapo. Ah, c'est ce qui me semblait. Oui, si c'est ce qui me semblait. On change de diaporama. Pas en intro, hein, si tu le sens, vas-y. Donc, parce que je cherchais dans mes notes, mais je n'avais pas trouvé la bonne correspondance. Sophie va nous rétablir ça avec nos excuses. Hein. Là, on était parti sur le grand diaporama, donc ça vous montre que le grand diaporama que vous avez sur les différents sites est tout à fait complet. Donc là, on va repartir sur le diaporama allégé qui vous propose les focus qui sont essentiels. Voilà, j'ai bien meublé, on peut y retourner. Voilà, donc on reprend la première diapo, ensuite le sommaire. Donc, je te remets ici. Hein. Voilà, un peu perdu. Voilà, c'est tout bon. Attends, oui. Voilà, alors, les DPB. Donc, je ne refais pas la nomenclature du portefeuille des DPB. Vous savez tous que vous pouvez le consulter sur votre compte Télépac. Et j'aimerais quand même insister sur le fait que la réforme de la PAC avait prévu que la valeur des DPB suivra un chemin de convergence, en plus ou en moins, sur les années 2015 à 2019 inclus. 2020, la valeur des DPB est restée stable. 2021, ce sera le cas aussi. On en reste bien sûr toujours sur le même schéma, de disposer de la surface admissible nécessaire par rapport au portefeuille de DPB pour les activer, avec aussi le couperet, malheureusement, si on perd des surfaces admissibles, qu'un DPB non activé est perdu l'année d'après. Alors, les transferts. Les transferts de DPB, je me permets d'insister là-dessus, parce que c'est premièrement une opération qui est toujours un peu compliquée pour les exploitants qui sont concernés. D'autre part, et là je me permets d'insister lourdement, c'est la seule procédure qui n'est pas dématérialisée dans le dossier PAC. Vous avez toujours la nécessité d'aller vers la DDT pour transmettre les différentes clauses de transfert de DPB qui concernent tous les mouvements fonciers que vous avez eus sur votre exploitation depuis le 16 juin de l'année dernière jusqu'au 17 mai de cette année. Vous voyez tout de suite, on en reviendra tout à l'heure, que la date limite de télédéclaration cette année est le 17 mai, du fait des jours fériés qui précèdent cette date. Vous avez les coordonnées des agents en charge du dispositif à la DDT, vous les connaissez. N'hésitez pas là aussi à les contacter de préférence par mail, on y reviendra aussi de façon très très rapide. Elles vous aiguilleront parfaitement, notamment sur le choix des clauses. Vous avez souvent plusieurs clauses à déposer en fonction de votre situation. C'est compliqué, il faut choisir le bon modèle. Et surtout, là où j'aimerais insister, c'est que cette année, il y a une nouveauté en ce qui concerne les justificatifs fonciers que vous devez produire avec les mouvements de DPB. C'est-à-dire qu'on a tenu jusque-là, on pouvait tenir dans notre cher département du Haut-Rhin, mais maintenant, on ne peut plus faire autrement que d'avoir des justificatifs fonciers qui soient les plus rigoureux possibles. En clair, ce qu'on a mis en rouge au milieu de la diapo, c'est que jusqu'à présent, nous pouvions admettre des copies des mouvements MSA, des bulletins de mutation signés par le cédant, le repreneur et le propriétaire. Ce n'est malheureusement plus possible. Donc, ce qui veut dire, et Dieu sait s'il y en a dans le département, si vous êtes concerné par des mouvements fonciers sur lesquels il y a des baux verbaux, vous serez tenu de nous transmettre une attestation de bail verbal. Et pour vous faciliter la tâche, vous voyez sur le bas de la diapo, on a mis un modèle qui est disponible sur le site de la préfecture. Je pense aussi sur le site professionnel éventuellement. Donc, utilisez ce modèle qui est complet et qui permettra de lister l'ensemble des informations qu'on vous demande. Voilà pour les DPB, donc vigilance particulière sur la rapidité de la démarche et sur les justificatifs de mouvement foncier avec cette nouveauté en ce qui concerne les attestations de baux verbaux. Est-ce que vous rendez compte ? Très bien. Peut-être, Philippe, à ce stade, vous avez des questions? Okay, donc, je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, en bas, vous avez un petit item qui s'appelle converser. Donc, c'est là-dedans ce qu'on appelle le chat. Vous
pouvez noter les questions que vous voulez nous poser. Je vais passer rapidement à tout ce qui est aide couplée, dans le sens où il y a beaucoup de répétitions par rapport à ce que vous connaissez déjà. Donc, il y a différents types d'aides quand même à intégrer selon votre système. L'aide aux bovins laitiers, donc, qui est en place depuis quelques années, donc qui suppose qu'on continue à produire du lait au 31 mars 2021, donc aujourd'hui, avec des montants variables, qu'on soit en plaine ou en montagne. Une déclaration qui, comme pour l'aide allaitante, peut débuter le 1er janvier et se clôturera au 17 mai, comme le dossier PAC principal. On vous invite, notamment pour les troupeaux allaitants, à faire cette déclaration au plus vite, parce que faire une demande d'aide animale, ça suppose qu'il faille garder, que le calcul de vaches éligibles est calculé, se fait sur la période de détention obligatoire de 6 mois. Donc, plus on déclare tôt, plus on peut libérer tôt, notamment des vaches de réforme qui sont par nature éligibles. On a d'autres aides couplées animales qui sont clôturées au 1er février, donc aides caprines et ovines. Et puis, un petit couplet un peu plus conséquent, on va dire, sur les aides couplées végétales, sachant que là, on va dire, un des principaux éléments à retenir, c'est le fait qu'on ait des montants qui sont variables, notamment d'une année à l'autre. Alors, vous voyez, en 2020, l'aide couplée légumineuse fourragère qui est passée à 60 € de l'hectare, par exemple. Donc, dans cette catégorie sont éligibles tout ce qui est légumineuses pures, type les luzernières, mais aussi des mélanges de légumineuses entre elles, voire, s'il y a des cas qui se présentent, des mélanges de légumineuses avec des céréales et une prépondérance de légumineuses dans le mélange. Ensuite, vous avez les aides spécifiques aux protéagineux. Donc là, il y a des codes culture spécifiques, donc des protéagineux stricts, type mélange, type une parcelle de pois pur, une parcelle de févrole pur, etc., avec les codes qui vont bien. Et puis des mélanges, notamment des mélanges avec des céréales. Enfin, vous avez le classique soja, sur une base de 30 € de l'hectare, avec le code spécifique de la culture. Donc, nous avons vu les aides couplées animales et végétales, donc couplées à la production. Il y a encore 2 types d'aides complémentaires qui sont à demander dans le dossier PAC. Donc là aussi, il n'y a rien de neuf par rapport aux années précédentes. C'est l'aide complémentaire aux jeunes agriculteurs qui aboutit à une majoration des 34 premiers des PB détenus sur les 34 premiers hectares. Je ne vois pas de modification réglementaire nouvelle, sauf bien sûr l'actualisation en ce qui concerne la date d'installation qui doit être réalisée depuis le 1er janvier 2016. En ce qui concerne les GAEC, c'est important de s'y arrêter un peu. Donc, je rappelle, comme chaque fois, que les GAEC sont une forme de société civile agricole qui est une des seules reconnues par l'Union européenne avec une spécificité française, qui a pour but et comme conséquence pour les gens concernés d'avoir la transparence pour un certain nombre d'aides et des plafonds pour les primes animales, par exemple, pour l'ICHN et pour les 52 premiers hectares du paiement redistributif qui sont multipliés en fonction de la proportion du capital social pour les associés. Qui dit donc aide supplémentaire, dit contrôle supplémentaire de la part de l'Union européenne. Et nous avons entamé maintenant, je pense que ça fait 3 ans, le contrôle régulier des GAEC en activité qui demandent à bénéficier des aides PAC dans le département, avec une périodicité de 25% des dossiers chaque année, donc à peu près sur les 200 GAEC qui demandent à bénéficier des aides PAC, il y en a entre 30 et 40 qui sont contrôlés chaque année. Donc c'est un contrôle documentaire. Et les résultats, donc, vous les avez au centre de la diapo. En 2020, nous avons contrôlé 33 GAEC. Certains, malheureusement, ont abouti à des conséquences financières qui ne sont pas neutres, puisque nous avons eu soit des remises en cause de la transparence dont on vient de parler, ou, pour certaines, la nécessité de faire évoluer les statuts de ces exploitations pour souvent quitter la forme sociétaire GAEC. Alors, ce que je voudrais insister, c'est que ces contrôles donc, sont documentaires
et les exploitations concernées ont déjà reçu les documents concernant leur contrôle. Répondez vite dans votre intérêt à la DDT. Si vous avez des questions, privilégiez de contacter en premier préalablement votre centre de gestion qui pourra vous renseigner notamment sur les pièces à produire à la DDT. Il y avait une question sur le blé dur. Donc, effectivement, il existe une aide au blé dur, mais qui est réservée aux zones de production historiques, c'est-à-dire le sud de la France. Donc, les producteurs alsaciens de blé dur ne peuvent pas en bénéficier. On va continuer sur les aides auxquelles vous êtes potentiellement éligibles. Donc, vous pouvez marger, ce sont les aides du deuxième pilier, à savoir l'ICHN. Hein. Donc, classiquement, je vous présente l'ICHN. Je vous renvoie vers le fichier et diaporama classique pour l'ICHN. Il n'y a rien de neuf. On fait un petit zoom sur les MAE. Donc, première MAE, c'est la MAE R en pleine. À savoir qu'il y a un certain nombre de MAE que vous avez contractualisé en 2016 qui arrivent donc à échéance en 2020. Sachez qu'il y a possibilité de contractualiser, de recontractualiser ces parcelles en MAE pour 2021. Donc, pour ça, je vous renvoie vers mon collègue qui s'occupe spécifiquement de cet accompagnement, donc Nicolas Janin, sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Juste à savoir, entre guillemets, qu'il y a aussi des MAE spécifiques montagne, donc qui ont fait l'objet d'une présentation d'hier, et dont vous pourrez retrouver les différents éléments qui ont été évoqués dans le diaporama spécifique aux MAE montagne. Deuxième type de MAE, c'est les MAE conversion bio. On a voulu faire un petit zoom là-dessus cette année, parce qu'il y a de plus en plus de conversions, et aussi parce que la première année de déclaration de la conversion bio est déterminante quant aux montants qui seront appliqués pendant les 5 ans pour votre exploitation. Donc, on a une spécificité, donc c'est qu'il y a à différentes étapes dans le dossier PAC une déclaration, des coches à mettre. Déjà dans le RPG principal, dans la fiche de chaque parcelle, il faut, en dessous du code culture, etc., cocher la case bio et éventuellement maraîchage si la parcelle est une parcelle conduite en maraîchage en 2021. Ensuite, dans la demande d'aide, vous aurez aussi à cocher spécifiquement mesures en faveur de l'agriculture biologique à partir du moment où vous demandez des aides à la conversion. Donc ça, aussi bien que ce soit sur la partie grande culture, la partie viticulture, etc. Ensuite, troisième étape, c'est le troisième cadre, où il faut, cette fois-ci dans un RPG spécifique qui s'appelle RPG MAE Bio, dessiner les parcelles, à nouveau, et puis cocher notamment, c'est un point important, la coche culture annuelle, qui est valable à la fois pour les cultures pour les grandes cultures, type blé, soja, maïs, etc., mais aussi les parcelles avec des légumineuses prépondérants qui sont des parcelles pour lesquelles vous pouvez avoir, même s'il y a 300 €, même si ce sont des légumineuses sur la parcelle, vous pouvez avoir un montant d'aide de 300 € par hectare, comme pour les grandes cultures, à partir du moment où, sur les 5 ans, vous vous engagez à mettre une année de culture. Dernier point sur la partie bio, c'est qu'il faut, lors du dossier PAC, ajouter des pièces jointes, donc qui sont relatives à votre engagement dans la conversion bio, à savoir le certificat, et puis les différentes attestations de production végétale et de production animale, tout ça étant délivré par votre organisme certificateur, et ces documents doivent bien couvrir la date du 17 mai 2021. Peut-être à ce stade, il y a des questions. Philippe ? Non, pas de questions. On poursuit sur le paiement des aides. Voilà, tout est ouvert. Paiement des aides, donc vous êtes habitués maintenant. Paiement des aides, c'est votre compte Télépac
qui vous sera le plus utile pour les consulter. Je précise, je rappelle que les aides donc, font l'objet de liquidation campagne par campagne de façon régulière et que ce n'est pas la peine d'appeler les services de la DDT avant d'avoir préalablement consulté votre compte Télépac sur lequel sont affichés, dès que le virement arrive sur votre compte, le relevé de situation qui correspond à chaque paiement. Donc, les baquettes et les visuels ont été notablement améliorés depuis quelques années, depuis les années terribles 2015 à 2018. Utilisez préférentiellement cette voie pour consulter vos paiements. Vous verrez que c'est bien détaillé. On va quand même faire un focus sur quelques rappels concernant son relevé de situation, notamment en ce qui concerne le dossier PAC, c'est des réflexes à avoir. Vous avez dans la première ligne déjà la vérification de la ligne paiement de base sur lequel vous pouvez retrouver et la surface admissible retenue après instruction de votre dossier, ici dans la deuxième colonne 67,35 hectares, avec la colonne suivante le nombre de DPV activés. Après, la spécificité française du paiement redistributif, donc, qui s'applique sur les 52 premiers hectares, sauf GAEC, dont on a parlé tout à l'heure, où peut s'appliquer la transparence, avec un montant unitaire, ici, cette année, qui était de 49,70 €, qui bouge de quelques centimes chaque année. Focus particulier sur la dernière ligne, le paiement vert. Je rappelle que le paiement vert est une composante des aides découplées, qui est subordonnée, on le verra tout à l'heure, au respect dans votre déclaration et dans vos pratiques de ce que l'on appelle le verdissement. Le paiement vert est articulé, enfin calculé avec plusieurs éléments. Un coefficient national de paiement vert, ici dans la troisième colonne 0,70, ça vous n'avez pas la main dessus, chaque année ça change légèrement. Par contre, votre point de vigilance, c'est la colonne centrale qui est surlignée en vert, pour lesquels, si votre déclaration a été bien faite et si vous respectez l'ensemble des modalités du verdissement, notamment, on y reviendra, parce qu'il y a sûrement des progrès à faire, les 5% de SIE et la diversification des cultures, si vous êtes dans les clous, vous avez un taux de conformité dans cette case qui est de 100%. Donc, par contre, si vous avez un taux inférieur à 100%, c'est qu'il y a eu un problème, soit au moment de votre télédéclaration, soit à l'issue d'un contrôle administratif, d'un contrôle sur place sur le terrain. Donc, regardez bien cette ligne qui vous indique qu'il se passe quelque chose et vous pourrez rectifier la situation pour l'année suivante. Voilà. En ce qui concerne le calendrier des paiements, un bref historique sur les deux campagnes précédentes. Je dirais qu'elles sont revenues à la stricte normalité. Donc, vous savez comme moi que le premier pilier bénéficie toujours d'un acompte au mois d'octobre de l'année, dont le montant peut être variable entre 50 et 70%, et du solde qui est payé généralement dans la première quinzaine du mois de décembre. Donc, pour 2019, on était parfaitement dans ce calendrier en ce qui concerne le premier pilier. Et pour le deuxième pilier, on avait encore quelques retards qui ont été résorbés au courant du premier semestre 2020. Pour l'année 2020, premier pilier, pas de problème. Vous avez tous bénéficié de l'acompte le 15 octobre et du solde le mi-décembre. En ce qui concerne le deuxième pilier, notamment les aides MAEC et bio, les paiements vont commencer demain. Demain, le 1er avril, ce n'est pas un poisson. Hein. Donc, ils vont s'étaler pendant tout le deuxième trimestre de cette année jusqu'au mois de juin. Et ce qui est annoncé pour 2021, sur catastrophe qu'on ne perçoit pas, mais qu'on reste maintenant sur ce calendrier normal, donc toujours un acompte pour les aides du premier pilier qui sera versé à partir du 15-16 octobre, le solde avant Noël et le paiement des MAE et du bio qui aura lieu au premier semestre de l'année prochaine. Un rappel que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, les DPV, la valeur des DPV 2021 ne change pas
cette année, elle est identique à celle de 2020, qui était identique à celle de 2019. La convergence est terminée. Des questions éventuelles? Pas de questions pour l'instant. Très bien. Nous venons de passer en revue le premier bloc, hein, c'est tout ce qui est aide. On va passer au deuxième bloc qui concerne la réglementation. Différentes thématiques. Je commence par la première. On est dans le cadre de rappel sur l'admissibilité des aides. Le principe de base, 1 hectare dit admissible, permet d'activer un DPV. Les surfaces admissibles sont de différents ordres. Les schémas que vous connaissez classiquement, c'est tout ce qui est culture, grande culture, légumes, les surfaces en herbe aussi. Mais il y a également tout ce qui est vigne et verger. Ensuite, à savoir qu'il y a d'autres éléments admissibles, c'est ce qu'on appelle les surfaces non agricoles. C'est globalement tout ce qui concerne ce qu'on appelle les éléments topographiques, qui sont répertoriés sur votre dossier PAC et donc qui sont pour un certain nombre d'entre eux admissibles. À savoir que sur le dossier PAC, c'est tout ce qui est en trait bleu ou bien paquet bleu, et donc c'est ces différentes SNA qui sont matérialisées. Dans les surfaces qui restent, donc ces surfaces non agricoles qui restent admissibles, il y a différentes catégories qu'il faut bien avoir à l'esprit, notamment les 3 suivantes. Donc, c'est toutes celles qu'il faut maintenir dans le cadre de la BCAE 7, à savoir les haies, les bosquets et les mares. À partir du moment où, pour ces 3 catégories, ce sont les emprises qui figurent sur le diaporama. Donc, les haies, une emprise. À partir du moment où il y a une emprise de sol de moins de 10 mètres, ça vous est spécifié dans le dossier PAC, elle reste admissible et vous avez une obligation de maintien. Pareil pour les bosquets qui font entre 10 arts et 50 arts, c'est spécifié dans le dossier PAC la surface qui est retenue pour chaque bosquet. Pour cette catégorie de bosquets, on est dans une obligation de maintien et en parallèle, ces bosquets vous permettent d'activer des DPV. Pareil pour les mares, entre 10 arts et 50 arts. Bonjour à tous, Sophie Barléon de la FDSEA du Haut-Rhin. On va regarder ensemble plusieurs points de la partie réglementation, notamment en commençant par le verdissement avec cette fameuse notion du compteur herbe. Le compteur herbe, c'est une notion qui a été mise en place en 2019 par l'administration, l'idée étant de requalifier toutes les surfaces herbagères qui ont dépassé les 5 ans. Donc pour 2021, on va partir depuis 2016, donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, si la surface reste en herbe, elle sera requalifiée par l'administration en prairie permanente. Quelles sont les cultures? J'ai oublié de préciser, il y a un impact qui peut être relativement important sur le paiement des aides. En effet, si on réduit la surface arable, on peut ne plus respecter certains points du verdissement. Quelles cultures sont concernées par le compteur herbe? On va avoir donc forcément les prairies temporaires, les PTR, les mélanges de légumineuses et de graminées, les MLG, ou aussi les jachères, les J5M. Petit focus sur les jachères. Donc, les jachères, on peut les déclarer au-delà de 5 ans en J6S. Jachères de 6 ans ou plus, déclarées comme SIE. Elles ont la particularité de conserver le caractère arable de la terre et en même temps d'être considérées comme des SIE. En code culture, où on peut avoir une petite particularité encore cette année, c'est le code FAG, c'est les fourrages annuels. Le fourrage annuel, on avait un petit peu code fourre-tout les années précédentes. Cette année, il a été précisé par l'État. C'est donc une céréale ensilée ou une légumineuse. Donc, ça restreint quand même le champ d'action de ce code. Il faudra être relativement vigilant, mais ça fait quelques années qu'on en parle de cette spécificité. Et dernier point un petit peu autre, dans les parcelles qui sont localisées en MAEC, les MAEC localisées, elles gèlent le compteur herbe. On va voir maintenant ce qui coupe le compteur herbe. Ça va donc être les cultures annuelles, ce qui est en maïs, blé, colza, les légumineuses, que ce soit en luzerne ou en trèfle, puis après tout ce qui est mélange de légumineuses, soit entre elles, soit avec des céréales ou des oléagineux. Voilà pour un petit peu, on va faire un petit récap sur le compteur herbe. On va maintenant faire un petit zoom sur le verdissement, relativement rapide, parce que c'est quand même une notion qui est maintenant assez prise en compte, vu que ça fait quelques années qu'on parle des mêmes terminologies.
Donc là, l'aide verte, c'est les 3 mesures qu'on doit respecter pour justement pouvoir prétendre au paiement vert. Ce paiement vert, hein, il mobilise environ 30% du premier pilier et il est donc proportionnel à votre valeur des DPB. Les 3 fameuses mesures concernées, c'est donc le maintien des prairies permanentes, les surfaces d'intérêt écologique, nos fameuses SIE, et la diversité d'assolement. De base, l'agriculture biologique est considérée verte par nature, on va dire. Et un petit préalable avant de vous lancer dans les calculs, c'est bien sûr savoir ce que c'est que votre surface arable de l'exploitation. Pour ça, il faut prendre votre SAU et y soustraire tout ce qui est périn. Donc les prairies permanentes et toutes les cultures qui peuvent être pérennes. Juste petit focus rapide sur les SIE, notamment pour les dates. On va donc avoir les jachères. Juste se mettre un petit. Les jachères, où on a toujours le coefficient de 1 pour 1. Celles-là doivent être présentes du 1er mars au 31 août et interdiction sur cette période-là d'y mettre des produits phytosanitaires. Et la récolte, bien sûr, aussi interdite, on peut uniquement à partir du 1er septembre. Pour les jachères mellifères, on a un coefficient un peu plus important pour 1,5. Et pour après les cultures dérobées, donc là, ce sont des sous-semis-d'herbe ou de légumineuses, où là, ça commence aussi à prendre un peu plus d'importance. C'est un couvert qui est récoltable et qui doit être durant 8 semaines à partir de la récolte de la culture présent. Et également à cette période-là, une interdiction de traitement. Et après, on a nos fameux couverts SIE, donc des couverts hivernaux qui valent pour 0,3 hectares. La présence sur les sols, ça va être comme l'année précédente, du 20 août au 14 octobre. Et bien sûr, ça ne change pas au niveau des espèces à mettre en place. Il doit toujours y en avoir 2 dans le mélange et c'est un couvert qui reste récoltable. On va passer rapidement sur les autres SIE qui sont un peu moins importantes, mais que vous les ayez aussi un petit peu sous le coude. Donc, on va avoir les plantes fixes sur l'azote. Ça, c'est tout ce qui peut être en luzerne, soja ou autre, où là, on a un coefficient qui est aussi assez intéressant de 1 pour 1. Après, on va avoir tout ce qui est bandes le long de la forêt, les bandes tampons, miscanthus. Et on a une dernière. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie compte horaire, verdissement et puis SIE. Est-ce qu'on a déjà des questions à ce stade avant de passer à la conditionnalité? Pas de questions pour l'instant. Impeccable. Considérant que c'est tout bon. Alors, partie conditionnalité, je vais rapidement. Je vais commencer avec le premier point sur la BSA1, les bandes tampons le long des cours d'eau. Et après, je laisserai la parole à Eric pour continuer dans les parties suivantes. Alors, BSA1, donc c'est bien les bandes enherbées le long des cours d'eau. La définition en tant que telle n'a pas changé. On est toujours sur des traits bleus pointillés nommés et des traits bleus pleins nommés ou non nommés sur une carte hygiène. Donc, la définition est la même. Par contre, ce qui change, ça va être notre référentiel. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2021, l'IGN a remis en place sur leur site une nouvelle cartographie qu'ils ont travaillée l'an passé. C'est donc cette carte qui s'applique aujourd'hui sur notre réglementation BSAE. Pour faciliter un petit peu les démarches, l'administration a mis en place au niveau départemental sur le site que vous voyez ici, vous trouvez aussi sur nos différentes plateformes, pour aller visiter sur le site de la préfecture ce qui est identifié en cours d'eau BSAE. Et c'est assez interactif, on peut relativement bien zoomer ou autre. Donc, pour ça, le site est bien fait. Il ressemble dans l'idée un peu à ça, avec des traits verts, des traits rouges. Les traits verts, c'est ceux qui ont une bande enherbée qui doit être mise en place pour la campagne 2021. Et les traits rouges, on va dire que c'est des traits qui restent à expertiser et qui feront sans doute l'effet d'une visite terrain pour la campagne en cours. Là. Dans l'idée, on aimerait bien que cette cartographie soit remplacée par une cartographie unique qu'on avait commencé à travailler au niveau syndical avec nos différents partenaires, que ce soit DDT, Chambre, on avait la pêche, l'ONF, pour finaliser une carte qui sera utilisée par l'ensemble des réglementations, que ce soit par rapport à la police de l'eau, les BCAE, ou toute autre chose, que ce soit assez plus simple en tout cas pour vous à utiliser pour les contrôles également. Donc ça, on vous avertira relativement tôt de l'année et ce sera dans l'idée en place pour le 1er janvier 2022. Pour cette année, donc on a sur notre référence hygiène, on va avoir forcément des cours d'eau qui seront pas forcément, des tracés qui ne seront pas forcément en cohérence avec le terrain ou autre, notamment par rapport aux traits rouges. Pour limiter l'impact, on a pu mettre en place un système d'avertissement précoce, des SAP.
Ce qui veut dire que si vous ne mettez pas en place vos bandes enherbées cette année, vous n'aurez pas forcément d'impact pénalisant au niveau de la PAC pour cette campagne. Par contre, il faut se mettre à jour pour le 1er janvier 2022. Hein. Donc, au besoin, hein, n'hésitez pas à nous contacter hein, s'il y a l'un ou l'autre point qui vous pose question. Voilà pour la partie BCAE cours d'eau. Je continue le volet conditionnalité avec quelques nouveautés sur d'autres domaines. À savoir que globalement, il faut quand même retenir un élément fort, c'est que les constats des contrôles qui ont été réalisés en 2020 montrent quand même que dans un certain nombre de domaines, le travail que vous réalisez d'enregistrement, de respect de la réglementation est très bien fait. Et donc, il y a sur certains domaines peu, voire pas d'anomalies. Ce n'est pas le cas sur tous les domaines, et puis il y a d'autres domaines sur lesquels il y a des petites évolutions dans les contrôles. Le premier domaine où il y a des évolutions, c'est le domaine des productions végétales. À savoir que là, il y a deux éléments qui bougent, c'est un rappel sur les PPNU, et puis c'est tout ce qui est organisation, rinçage et remplissage du PUB. À savoir qu'il est considéré comme un PPNU, donc un produit phytosanitaire non utilisable. C'est déjà un produit qui a perdu une AMM potentiellement, mais ça pourrait être des produits, des bidons sur lesquels il n'y a plus d'étiquette, donc elle est absente, ou illisible, ou incomplète. Ça, c'est déjà, au regard de l'administration, considéré comme un PPNU. À savoir que dans votre local, à partir du moment où vous avez identifié un PPNU, il faut bien le localiser dans le local, bien l'identifier comme un PPNU, l'isoler et l'éliminer dans l'année. Deuxième point, ça concerne le pulvé. Donc, la première phase, remplissage, jusque-là, on vous disait qu'à partir du moment où il y avait une présence humaine à côté du pulvé, lors de la phase de remplissage, ça suffisait à un certain nombre d'obligations. Aujourd'hui, cette présence humaine n'est plus suffisante. Donc, pour respecter les deux points forts du remplissage du pulvé, à savoir le fait qu'il n'y ait pas de retour du volume de la cuve du pulvé vers le réseau et aussi la partie non-débordement, il y a une obligation de moyens. Donc, ces moyens, c'est le clapet anti-retour, et ou la potence, et ou la cuve tampon, et ou le volume compteur. Deuxième point, ça concerne le rinçage du pulvé. Là, il y a des éléments dans la bibliographie, y compris qu'on vous a fait des plaquettes qui vous ont été parvenir à différentes années, les communications sur ce rinçage. L'administration attendra davantage de données chiffrées de votre part sur les effets de dilution, la manière dont vous gérez les dilutions au champ, y compris si vous voulez réutiliser le fond de cuve ou bien si vous voulez vidanger le fond de cuve. Et donc, il y a un peu de méthodo à présenter qui suppose qu'il faille bien connaître déjà le volume du fond de cuve. Deuxième élément, c'est sur les productions animales. J'ai l'impression de me répéter d'une année à l'autre. Le dépassement des délais de notification, problème récurrent, surtout, on va dire, peut-être sur les troupeaux bovins allaitants, qui ont moins peut-être la pratique, la régularité de la pratique en termes de respect de ces délais. Et puis, des éléments concernant le registre sanitaire. Donc, le registre sanitaire que vous présentez au vétérinaire dès qu'il vient sur l'exploitation, sur lequel vous enregistrez les traitements médicamenteux, ça c'est globalement bon sur 2020, même s'il y a des dossiers où c'est très incomplet. Pensez à le présenter aussi au vétérinaire lorsqu'il vient faire soit une visite sanitaire, soit la visite de prophylaxie. Enfin, sur le domaine environnement, on rappelle le calcul, parce que c'est souvent le premier élément qui est vérifié par l'administration lors des contrôles, notamment du calcul du plan de suivi prévisionnel. Vous devez établir le rendement objectif. Le rendement objectif, c'est bien la moyenne olympique des 5 dernières années. Donc, la moyenne olympique, ça suppose qu'on prenne les 5 dernières années de rendement, on enlève l'année la moins bonne et l'année la meilleure. Et c'est comme ça qu'on détermine le rendement objectif. On dit ça notamment parce que l'année 2020 était plutôt bonne, généralement en rendement. Il ne s'agit pas de la retenir forcément comme année de rendement objectif. Et puis, donc, tenez bien compte des valeurs azotées qui figurent dans les différentes annexes. Quand je parle de valeurs azotées, c'est notamment pour tout ce qui est fumier et lisible. Alors justement, on a un certain nombre de questions sur ces annexes et tous les documents, la réglementation, les documents types d'enregistrement, etc., que vous devez avoir sous la main pour enregistrer correctement et respecter la réglementation.
toujours pareil, vous allez sur le site, notamment la Chambre d'agriculture, vous avez un domaine dit environnement dans lequel vous allez notamment retrouver tout ce qui est directive nitrate. Et donc, vous avez en page centrale les éléments réglementaires et à droite, souvent, les documents qui vous permettent d'enregistrer. À savoir qu'il y a un document tout en haut, c'est la plaquette qui avait été faite par l'administration l'année dernière qui récapitule notamment les éléments de l'arrêté de fertilisation de 2019 et puis tout ce qui concerne plus globalement le 6e programme de la directive nitrate. Autre point sur cette partie-là, c'est le respect de la mise en place des CIPAN dans le cadre de la directive nitrate, à savoir que dès qu'il y a une culture qui est récoltée avant le 1er septembre, si sur cette parcelle, la culture qui suit, c'est une culture de printemps, vous devez mettre en place une CIPAN. Et bien sûr, cette CIPAN, elle doit répondre à un certain nombre d'exigences, à savoir, les exigences sont les suivantes, les principales, il n'y a pas de date de semis qui est imposée, par contre, vous devez maintenir cette CIPAN pendant minimum 2 mois. Et la destruction, plutôt, elle peut se faire au 15 octobre, sauf donc au 15 octobre en zone vulnérable, bien sûr, on parle bien de la zone vulnérable. Par contre, en zone renforcée, il faut attendre le 1er novembre pour dégrader cette CIPAN. Il y a une interaction entre les CIPAN et les couverts SIE de la PAC. À savoir que là, il y a des dates imposées en termes d'implantation et de destruction. Sophie l'a dit tout à l'heure, si vous voulez faire entrer un couvert SIE dans le cadre de la PAC pour atteindre votre objectif de 5% de SIE, il faut implanter un couvert avec 2 espèces minimum. Cette implantation, elle doit se faire au plus tard le 20 août. Et vous devez maintenir ce couvert pendant minimum 8 semaines, donc c'est-à-dire que ça vous amène jusqu'au 14 octobre, ce qui vous permet d'avoir la compte au 15 octobre. Donc voilà l'articulation entre les CIPAN et les couverts SI. Philippe, pas de questions pour l'instant. D'accord. Parfait, on continue à dérouler une nouveauté, les zones non traitées et principalement les zones non traitées riveraines. Alors, vous connaissiez les zones de non-traitement par rapport au cours d'eau. Là, on va vous faire un petit topo sur la ZNT riverain. Petit point de cadrage global, un arrêté qui est sorti fin 2019 qui a précisé des distances de non-traitement, cette fois-ci donc par rapport aux habitations. Quand on parle d'habitation, c'est bien les limites, référence aux limites de propriété, cadre juridique. La ZNT, ça veut bien dire zone de non-traitement, ce qui suppose que on puisse maintenir la production en place. Simplement, là où on nous limite, c'est éventuellement le traitement de l'intégralité de la parcelle, notamment donc en bordure, en limite de propriété. Sont concernés uniquement les traitements des parties aériennes. Tout ce qui est traitement de semences n'est pas concerné par cette interdiction liée à l'arrêté. À savoir que vous avez peut-être entendu parler de la mise en place de chartes ZNT riverain qui aurait permis d'alléger un certain nombre de dispositifs de l'arrêté, et notamment de réduire les distances. Cette charte ZNT riverain avait été validée en 2021 par le préfet. Malheureusement, elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel le 19 mars, donc il y a une dizaine de jours. Donc finalement, ce que vous devez appliquer, c'est bien, j'allais dire, la base de l'arrêté qu'on va vous décrire tout de suite. À travers, bien sûr, des petits schémas, comme on aime bien souvent les faire, c'est qu'on veut de très pratico-pratique. Donc, le cas de figure, c'est que vous avez une limite de propriété avec une maison, et puis vous, classiquement, vous exploitez jusqu'en limite de propriété. Ce que vous impose l'arrêté, c'est de respecter potentiellement une distance minimale par rapport donc, à la limite de propriété. Quelle est cette distance à respecter? Il y a différents cas de figure. Il y a déjà le cas de figure où vous utilisez un produit qui a une homologation, donc une autorisation de mise sur le marché qui vous impose une distance de non-traitement. Dans ce cas-là, bien sûr, ce qui est à respecter, c'est la distance qui est prévue par l'AMM du produit que vous utilisez. Deuxième cas de figure, il y a des produits pour lesquels il n'y a pas de distance de sécurité à respecter, donc c'est-à-dire on va continuer à traiter jusqu'à la limite de propriété. Il y a beaucoup de produits, les produits dits de biocontrôle, un certain nombre de produits à base de cuivre
plus généralement tous ceux qui sont utilisables en bio, notamment tout ce qui est partie viticole, et puis un certain nombre de substances dites à faible risque. Ça va être notamment, par exemple, des mélanges, des préparats que certains utilisent, je pense à nouveau à la partie viticole. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui sont les produits dangereux. Les plus dangereux, vous allez retrouver dans la littérature un certain nombre de produits avec des phrases de risque importantes. C'est les fameux CMR, produits cancérigènes, mutagènes, et qui posent un problème sur la reproduction humaine. Donc, ces produits-là, il y a une distance incompréhensible de 20 mètres qui est à respecter par rapport aux habitations. Et ensuite, si on n'est pas dans ces cas de figure, et donc on va retrouver plus généralement les produits qu'on utilise sur le système d'exploitation, c'est une distance à respecter en fonction de la culture qui est en place. On a deux grandes catégories, tout ce qui est arboriculture et viticulture, où là, donc, il faudra respecter, ce n'est pas dans les trois catégories précédentes, une distance de non-traitement de 10 mètres. Et pour les grandes cultures, la zone de non-traitement, elle est fixée à 5 ans. Deuxième question qu'on se pose, du coup, quand on est dans l'application d'une zone non traitée riverain, c'est comment est-ce que je dois la déclarer à la PAC, sachant que, bien qu'elle soit cette bande potentiellement concernée par l'application de la ZNT, le principe, c'est qu'elle doit rester cultivée pour activer les DPP. Cultiver, ça veut dire beaucoup de choses. Vous avez compris que dans un premier cas de figure, je peux continuer à cultiver ma culture principale, un maïs, classiquement, jusqu'à la limite de propriété. Je dois éventuellement respecter une zone de non-traitement. Si j'ai décidé de maintenir ma culture en place jusqu'aux limites de propriété, eh ben, je vais déclarer sur mon îlot une seule culture, mon maïs par exemple. Je n'ai pas, dans ce cas-là, à délimiter quelque part la zone de non-traitement. Par contre, si j'ai fait le choix par rapport à la zone non traitée, de finalement mettre en place une bande, notamment des bandes en herbe, et bien à ce compte-là, je vais diviser l'îlot en plusieurs parcelles en fonction de la culture qui est en place. Alors si c'est de l'herbe, classiquement, alors on va avoir le choix en différents codes, le code jachère, J5e, la prairie temporaire, la bordure de champ. Éventuellement, si j'ai décidé de mettre en place une jachère fleurie, je la déclare en jachère et puis je mets, si c'est une jachère mellifère, le cas échéant, le code, la distinction 001 pour cette jachère mellifère. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie réglementaire des nouvelles? Pas de questions pour l'instant. Très bien. Vous êtes très sage ou c'est parce qu'il fait très beau et vous voulez tous sortir aujourd'hui? Très précis. Le discours erroné, nous l'avons rodé lundi. Bon, rapidement. On va finir déjà la partie réglementaire, commencer la partie télépac. On va juste vous demander de bien garder le micro si vous voulez bien, parce que ça vous met une interférence. Ok, donc on va donc commencer la partie télépac. Il y a peu de nouveautés, donc on va aller assez rapidement. Juste les 2-3 points, il faut garder, être vigilant en tout cas pour la campagne. La nouveauté de cette année, ce sera donc sur le registre parcellaire graphique, donc sur le RPG, on a la création d'une nouvelle couche îlot de référence. Cette couche a été mise en place par l'administration cette année pour répondre à des exigences de la Commission européenne, notamment dans la stabilisation du support, on va dire des dessins des îlots de campagne en campagne. Vous allez la retrouver sur la couche, sur la partie gauche, où il y aura où vous cochez habituellement vos parcelles ou autre, il y aura une nouvelle petite case, vos îlots de référence. On note aussi que dans l'idée, c'est quelque chose qui sera encore plus difficilement modifiable. L'objectif étant justement de stabiliser l'outil. Donc, on va faire bien sûr, il faudra toujours que ça colle à la réalité du terrain, mais on va limiter les petits mouvements d'un arbre ou d'un autre qui, au final, ont très très peu d'impact sur vos paillements finaux. Alors, on disait, la base, c'est la réalité du terrain. Pour se repérer par rapport à nos couches, on va imaginer un fameux millefeuille. Celle de base, ce sera donc maintenant la couche îlot de référence faite par l'administration. On va y rajouter la couche îlot.
Cette couche, je l'ai mise encore là, mais je ne suis pas sûre que ça y sera sur l'outil définitif. En fonction de comment ça va être travaillé, on n'a pas encore toutes les choses finalisées pour la campagne 2021. Voilà, réponse demain matin, 1er avril en effet. Et par-dessus, on va voir donc la couche parcelle. La couche parcelle, ça représente les cultures. Donc sur une couche îlot, on peut avoir une ou plusieurs parcelles, hein, une ou plusieurs cultures. Pour pouvoir avoir une action sur ces couches, il faudra bien sûr les sélectionner. Pour ce faire, il faut appuyer dessus et elles changeront de couleur, comme indiqué sur les petits cadrans. À ces couches, on a encore des couches supplémentaires qui vont être par exemple les zones de densité homogène. Donc ça, c'est pour les prairies permanentes, hein, ce que Eric a pu évoquer avant dans les surfaces admissibles. On a les couches couvertes 2020, c'est mon fameux compteur herbe, on y revient dans la diapo juste d'après. Et on peut avoir notre fameuse couche SNA, les surfaces non agricoles qui sont représentées en bleu sur notre télépack, sur notre RPG télépack. Le compteur herbe, pour refaire un petit focus dessus, parce que l'année dernière, on n'avait pas encore le visuel. Donc, ça se représente un peu comme ça, avec des codes autres 2015, avec une police en noir sur télépack. Et en fait, chaque code va représenter une autre typologie, en tout cas, de surface. Dans l'idée, je n'avais pas encore non plus la finalité d'une photo finale pour la campagne là, donc j'ai mis un peu les codes améliorés pour cette année, j'espère que ce sera le cas. Mais dans l'idée, une PP 2016, c'est-à-dire que c'est une prairie permanente 2016 qui va donc atteindre qui va être dans sa plus de 5e année, donc ça reste une PP, il n'y a pas de souci. Et si on est par contre vigilant pour le code PT5 2020, c'est une surface herbagère qui atteint ses 5 ans. Donc, si vous lui gardez son code en herbe, elle va être requalifiée par l'administration. Les autres, hein, je vous laisse les découvrir. Ils sont de toute façon disponibles sur nos différentes plateformes où on peut télécharger le diapo. Donc ça, c'était le petit focus compteur herbe et couche de référence. Dans la partie déclaration de ma culture, on va donc arriver sur la fiche descriptive de la parcelle. On a la possibilité de justement regarder si l'administration a requalifié, par exemple, l'an dernier, nos surfaces en prairie permanente, à l'endroit où il y a écrit donc, catégorie de la parcelle en 2020. Là, dans ce cas-là, c'était maïs, donc il n'y avait pas de souci. On va donc choisir la culture. En fonction de la culture choisie, on aura certaines précisions à apporter, hein, que ce soit dans le cadre de blé ou de verger. Il n'y a pas 36 000 choix, mais en gros, ces variétés sont sans mesure de préservation des ressources génétiques. Les jachères mellifères, on a refait un petit attention au niveau du code FAG, hein, on précise bien que le code FAG devra seulement être utilisé pour des céréales ensilées ou des légumineuses. Hein. Donc, au niveau de notre... donc ça, c'était la partie déclaration de la culture. Là, on passe sur la demande d'aide. La demande d'aide, on fait bien attention à noter, cocher toujours oui pour les demandes de DPV. Si vous ne cochez pas oui, vous n'avez pas d'aide. Donc, s'il y a une chose qu'il faut bien retenir, c'est bien cocher ce oui dans les DPV. La case en dessous va concerner tout ce qui est agriculture biologique, notamment ceux qui sont encore en mixte. Hein. Ça leur permet de valider le verdissement, même si ils n'ont pas besoin de respecter un certain verdissement, donc une partie de leur exploitation sera déjà en agriculture biologique. On va avoir la case qui va être à cocher pour ceux qui sont en certification maïs. Les JA, les aides couplées végétales, pour y accéder, il suffit de cliquer oui. Vous aurez après le descriptif, enfin la liste qui s'affiche. En dessous, on va avoir l'assurance récolte. Donc, Télépack peut potentiellement, si vous l'acceptez, envoyer votre descriptif des parcelles à votre assureur, à condition bien sûr de le préciser. Et n'oubliez surtout pas, fin d'année, d'envoyer la facture acquittée avant le 30 novembre à la DDT. On arrive en dessous à la partie CHN, donc si on est concerné, on coche oui. Pour les mesures, pour l'agriculture biologique également, hein, on coche oui si on est concerné. Et bien sûr, on ne coche pas de manière intempestive certaines cases, hein, sinon ça crée en gros des contrôles complémentaires. Hein, ce qui est un petit peu l'antise de notre DDT, ils ont déjà pas mal de boulot à faire. Et en dessous, on arrive donc à la partie MAE également, hein, si on est concerné, on coche oui, sinon c'est non. Et à savoir que sur le département, hein, tout ce qui est agroforesterie ou certification environnementale, on n'en a pas sur le département. Ensuite, on arrive à la partie, il y a différentes pages en train, on va vraiment au raccourci, on arrive à la partie
synthèse des verdissements. On va donc avoir les différents critères à vérifier pour voir si on est bon. Donc, les respects des SIE, on va être au-dessus des 5%. Là, on est bon dans le cas précis. La diversité d'assolement par rapport à nos 3 cultures. Donc là, on voit aussi que c'est bon. Et le maintien des prairies permanentes. Donc, pas de souci. N'hésitez pas, hein, on est en plus un petit peu en avance sur notre timing. Hein, on a le temps. Alors peut-être ce qu'on va faire, c'est vous décliner du coup un petit peu les choses qui sont mises en place dans les différentes structures, notamment les différents contacts que vous pourriez prendre à partir de demain si vous avez un certain nombre de questions ou de besoins d'accompagnement. Alors, merci Eric. Donc, vous avez à l'écran le dispositif mis en place par la DDT pour l'accompagnement à Télépac 2021. Après, je laisserai bien sûr à Sophie et puis à Eric à préciser les modalités d'accueil et leurs dispositifs mis en place au niveau de leurs organismes. Donc, il ne vous a pas échappé que la période est difficile. On a malheureusement l'habitude depuis 1 an et on a essayé de, comment dirais-je, on peut dire, s'exprimer ainsi, de dégager de l'expérience par rapport à la période Télépac de l'année dernière, sachant qu'il y a un certain nombre de décisions qui ne nous appartiennent pas et on verra bien ce qui est éventuellement annoncé ce soir. Ceci étant, donc le message que vous avez compris et la visio d'aujourd'hui en fait partie, c'est nous avons essayé d'anticiper et de dématérialiser au maximum les informations que nous pouvons vous communiquer. Donc, je renouvelle encore une fois, comment dirais-je, le souhait que vous puissiez tous aller consulter le super diaporama. Ça a été un gros travail qui a été fait par mes 2 voisins, notamment, pour mettre en ligne l'ensemble des données réglementaires sous une forme qui soit digestive. Donc, vous avez tous les sites qui sont ouverts. Nous avons aussi fait, la semaine dernière, une petite vidéo de 18 minutes qui précise de façon peut-être plus officielle des points de vigilance pour la télédéclaration 2021, avec aussi des aspects réglementaires. Donc, elle a déjà été vue plus de 300 fois. Elle est disponible sur les 2 sites de la Chambre et de la FDSEA. N'hésitez pas à la visionner en une ou plusieurs fois. En ce qui concerne l'accueil par la DDT, vous avez compris que comme l'année dernière, il ne sera pratiquement pas possible de pouvoir vous accueillir physiquement dans les locaux de la cité administrative à Colmar et encore moins pour l'accompagnement à la télédéclaration. Donc, les rares rendez-vous qui pourront être acceptés dans nos locaux seront strictement sur rendez-vous. Néanmoins, nous avons décidé de mettre en place un numéro de téléphone que vous avez à l'écran, le 03 89 24 86 36, ou aux heures normales de bureau, 8h30, 11h30, 13h30, 16h30. Vous aurez quelqu'un qui sera là pour prendre vos questions, décrocher en ligne et répercuter vers tous vos agents référents que vous connaissez bien et dont vous avez la liste dans le cartouche qui est à droite. Nous demandons de privilégier les réponses écrites. En termes de calendrier, donc Télépac ouvre demain matin, 1er avril. Donc je renouvelle la date limite de dépôt des dossiers sans pénalité qui est fixée au lundi 17 mai au soir, sachant que cette date a été choisie pour la bonne et simple raison que le jeudi 13 est l'Ascension. À ce niveau-là, j'attire votre attention également que la DDT sera fermée le vendredi 14 mai. Donc, nous ne pourrons pas assurer le suivi du service entre le jeudi 13 inclus et le dimanche 16. Donc, prenez vos dispositions. Tout ça pour dire et vous encourager, même si la météo que je regarde par la fenêtre de la chambre est plutôt à aller dehors, tout ça pour vous encourager à démarrer le plus tôt possible. Voilà, sur les conseils généraux. Après, on est à votre écoute sur des points réglementaires et sur les points Télépac. Je vais laisser compléter Eric et puis Sophie sur les modalités de fonctionnement parce que la Chambre, je pense qu'on peut saluer leur initiative et puis la FDSEA ont décidé, dans le respect des gestes barrières, de continuer à offrir des rendez-vous de télédéclaration.
Merci à eux. Merci. Je vais passer vite sur notre télédéclaration pour cette année. En effet, le processus, comme habituellement, aux personnes qui historiquement faisaient les dossiers PAC avec nous, au contenu, il n'y a pas de problème. On a envoyé un mail courant de la semaine dernière. Donc, merci d'y répondre ou de nous appeler comme indiqué sur ce mail pour prendre vos rendez-vous assez rapidement. Je vais laisser la parole de la fin à la Chambre d'agriculture qui fait un gros travail, notamment sur tout ce qui est engagement MAE ou ces parcelles localisées. Il y a une spécificité notamment dans le dessin. Merci. Oui, moi, je peux que vous inviter, Jean l'a dit, à faire les dossiers PAC au plus vite. À savoir qu'aujourd'hui, donc, nous sommes sur une situation où nous avons donc envoyé nos classiques courriers d'accompagnement PAC auprès de à peu près 600 agriculteurs et viticulteurs alsaciens. Bien sûr, beaucoup ont déjà répondu pour caler un planning souvent assez tôt dès l'ouverture de Télépac. Vu les conditions sanitaires, donc je récapitule ce que nous disons souvent, renvoyer finalement les demandes d'accompagnement rapidement, respecter les horaires qui vous ont été fixés de manière à être ponctuel et à pouvoir respecter entre deux rendez-vous finalement les règles sanitaires, les gestes barrières. Cela est d'autant plus vrai, donc notamment le fait qu'il faille faire le retour avec une demande d'accompagnement assez tôt, qu'on n'a pas de lisibilité sur on va dire les semaines à venir en termes de possibilités de déplacement et de continuité finalement d'un service où on fait des dossiers PAC au bureau avec le conseiller. Donc bien sûr, il y a comme l'année dernière, on a des dispositifs qui permettent de faire des accompagnements à distance, avec un outil de prise en main à distance, ça fonctionne très bien. Mais ceci étant, aujourd'hui, on est sur beaucoup de demandes de rendez-vous par bureau. Donc, il faut j'allais dire, ne pas perdre de temps à bénéficier de l'accompagnement dès que possible. Alors, oui, Jean, oui. Je compléterai juste en termes de com. Tout le monde vous a présenté un peu le dispositif d'accueil. Donc, vous avez compris aussi qu'on va privilégier la com la plus rapide possible. J'aimerais quand même insister sur le fait que nous mettons en place, vous l'avez déjà vu, par rapport au message que vous avez reçu la semaine dernière, nous allons essayer de privilégier, la communication par les mails sur la base des adresses que vous nous avez communiquées dans votre dernier dossier PAC. Donc, soyez attentifs, relevez vos messageries parce que nous allons utiliser de façon prioritaire ces envois groupés. C'est un gros travail. À chaque fois, envoyer 2500 à 2800 mails. Donc, prenez le temps de les consulter. Vous y retrouverez dedans aussi bien les informations pratiques que réglementaires qu'éventuellement des documents annexes. Je rappelle aussi que depuis le début de la semaine, les différents formulaires notices sont disponibles sur Télépac, dans l'onglet formulaire 2021. Allez les consulter, ils sont mis en ligne progressivement et sont très complets en ce qui concerne aussi bien les modalités de télédéclaration, les outils, que la liste des cultures, que la réglementation. C'est vraiment des outils qui sont bien faits, qui sont maintenant totalement disponibles pour demain matin. Bien, on peut éventuellement encore laisser, s'il y avait l'une ou l'autre question, place à ces questions. Orale ou écrite. Orale ou écrite, oui, comme le précise Jean. Et donc, s'il n'y en a pas, on vous souhaite donc une bonne campagne culturelle, une bonne campagne de télédéclaration. Et on espère bien évidemment, ça on ne l'a peut-être pas dit en préambule, mais on se l'est souvent répété entre nous. On espère vivement pouvoir l'année prochaine vous retrouver dans nos grandes réunions très interactives. Là, les moyens nous permettent de faire des visios. C'est à peine satisfaisant par rapport à l'attente que vous pouvez avoir. Et donc, je vous dis à l'année prochaine en espérant que ce sera vraiment sur des réunions physiques lors de nos grands-messes. Merci à tous et au revoir. À bientôt. Au revoir, bonne journée.